Bienvenue pour ce nouveau 7-8 politique sur TV 78. Nous sommes le 19 janvier. Voici le sommaire. La ministre déléguée chargée de la ville, Nadia, est en déplacement à Poissy. Un déplacement pour mettre en avant le label Cité éducative, mais aussi faire le bilan de la lutte contre la délinquance et la radicalisation. Député du Modem des Yvelines, Jean-Noël Barrot est dorénavant en charge de l'identification des territoires fragiles pour permettre leur rebond économique. Les détails de sa mission dans un instant avec lui. Et puis Thomas Gourland, nouveau président de l'agglomération Rambouillet Territoire, dévoile sa feuille de route pour ce mandat. Aménagement, développement économique, mobilité, tour d'horizon à suivre. La ministre Nadia était donc dans les Yvelines mi-janvier afin de promouvoir le label Cité éducative pour lequel le gouvernement a décidé de débloquer quelques 17 millions d'euros. Son objectif, permettre l'accompagnement individuel de chaque enfant, de la petite enfance à l'insertion professionnelle. La ville de Poissy a décidé de solliciter cette aide. Célia Gatsongo et Patrick Jacques de Dixmude pour ce reportage. Poissy pourrait faire partie des futures cités éducatives, un programme qui vise à impliquer l'intégralité des acteurs locaux dans l'accompagnement éducatif des enfants. La ministre de la ville, Nadia Hay, était en visite dans la commune yvelinoise pour étudier le projet. Les acteurs se mettent ensemble, se mettent autour d'une table et réfléchissent à une méthode de travail, à aussi les divers accompagnements qui peuvent mutualiser, proposer pour servir le parcours de l'enfant dans le cadre de sa réussite scolaire. Aujourd'hui, déjà 80 cités éducatives ont été labellisées en France, ce qui représente 520 000 enfants accompagnés. Les 12-17 ans doivent être les premiers bénéficiaires de ce programme. L'école, le sport, la culture, les parents, avec cette épine dorsale que peut représenter l'éducation nationale, peut être pour nous un élément facilitateur qui n'a d'autre objectif que de bien vivre ensemble. Outre l'éducation nationale, le but est d'aider des initiatives locales déjà existantes, comme ici à la fabrique numérique du Fab Lab, qui a un objectif simple. C'est de former des jeunes, donc des 16-29 ans, qui sont en échec scolaire, souvent déscolarisés, qui n'ont pas eu le bac, voilà, pour essayer de susciter une vocation ou de les aider avec les outils qu'on a sur place vers une formation plus poussée ou un emploi. Dernier axe du projet Cité éducative, la sécurité. Un comité de prévention de la délinquance s'est tenu dans la journée. Autour de la table, les acteurs locaux ont présenté leurs idées pour lutter contre la délinquance. En travaillant avec les associations, en travaillant avec les services de police, les collectivités, la collectivité locale et ses élus, l'éducation nationale. Et donc c'est comment tout le monde se mobilise pour lutter efficacement contre la délinquance. Si Poissy venait à bénéficier de cette aide, la ville toucherait 450 000 € de l'État pour la mise en place de ce projet. Nous allons continuer à évoquer la sortie de crise avec Jean-Noël Barrot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, vous venez de recevoir une mission de la part du gouvernement, identifier les territoires fragiles, ceux qu'il ne faudra pas oublier pour que la reprise économique soit un succès. Est-ce que déjà aujourd'hui on mesure un peu l'impact que va avoir cette crise? Beaucoup d'entreprises vivent sous perfusion grâce aux aides de l'État, de la région. Néanmoins, on peut déjà avoir un peu une idée précise de l'ampleur de la situation? Ça fait partie de la mission qui nous est confiée, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper les territoires, les zones d'emploi, les bassins de vie qui, dans quelques mois, auront plus de difficultés que d'autres à se relever et à rebondir du fait de la violence du choc qu'ils auront subi, en dépit des aides massives qui ont été mises en place depuis le mois de mars de l'année dernière, et des fragilités préexistantes, puisqu'il y a dans notre pays un certain nombre de fractures territoriales, et la crainte que nous partageons tous, c'est que le Covid vienne les amplifier. Vous êtes à l'œuvre depuis un peu plus d'une semaine. Vous avez déjà identifié des territoires plus en difficulté que d'autres? Alors, c'est une très bonne question. Nous avons commencé à essayer de le faire grâce aux données qui remontent dans les ministères sur la situation économique des territoires. Mais nous allons croiser ce diagnostic sur la base de statistiques, si je puis dire, avec une vision qui est celle des élus, des responsables économiques locaux partout sur le territoire, avec une attention particulière portée aux territoires dont nous savons déjà à quel point ils sont fragiles ou à quel point ils sont violemment percutés par la Covid. Ces territoires qui sont plus en difficulté, plus fragiles, est-ce qu'ils ont des points communs, des signes distinctifs peut-être? On parle de zones plus urbaines, plus rurales, plus mixtes, avec certains types de populations. Il y a des signes distinctifs déjà?
Écoutez, à ce stade, ce que l'on peut dire, c'est que il y a une grande diversité, évidemment, qui dépend du tissu industriel. Donc, on pense aux départements ou aux territoires qui sont très fortement exposés à l'industrie aéronautique, et je pense en particulier aux Yvelines et à l'industrie automobile. Et puis il y a évidemment toutes les zones qui dépendent très largement du tourisme et en particulier les zones de montagne, mais pas uniquement, les zones côtières également. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse effectivement croiser ces intuitions avec les difficultés de certains de ces territoires, les difficultés préexistantes. Et je pense en particulier à la région de Toulouse, qui est très fortement spécialisée sur l'industrie aéronautique, mais qui est aussi un territoire qui est particulièrement fragile, avec un taux de chômage qui était particulièrement élevé avant même l'entrée dans la crise de Covid. Donc ce sont ces territoires qui vont cumuler les difficultés auxquelles nous allons accorder toute notre attention. Alors vous allez accorder plus d'intérêt, en tout cas vous allez intervenir auprès de ces territoires un petit peu plus pour les aider sur le rebond une fois la sortie de crise engagée. Il ne s'agit pas forcément d'une aide financière, il y a eu beaucoup d'aides financières depuis maintenant presque un an. Là le but c'est pas forcément de mettre encore de l'argent sur la table. Oui, c'est très juste. Il y a des enveloppes très importantes qui ont été libérées pour les mesures de soutien que chacun connaît désormais, le fonds de solidarité, l'activité partielle, les reports de charges, les prêts garantis par l'État. Et puis, il y a cette enveloppe de 100 milliards d'euros, l'enveloppe France Relance, qui a vocation à engager notre tissu économique dans une transition industrielle porteuse d'avenir. Donc, il n'est pas exclu que nous puissions recommander certains ajustements au sein de cette enveloppe des 100 milliards d'euros. Mais ce que nous allons aussi regarder, c'est s'il subsiste un certain nombre d'obstacles à ce que les entreprises puissent se reconvertir, les salariés puissent se former correctement, ou que tout simplement il puisse y avoir de nouvelles implantations, de nouvelles entreprises qui émergent, parce que c'est ça qui va nous permettre de rebondir, y compris dans les territoires les plus éprouvés. Qu'on comprenne bien le sens de votre mission aussi, l'idée n'est pas forcément uniquement d'accompagner les entreprises, de les aider si elles sont en difficulté, c'est aussi d'aider les salariés et de s'intéresser à l'ensemble de la population. Oui, évidemment. Ce qui est très important pour le rebond à l'issue d'une crise comme celle que nous traversons, c'est la capacité du tissu économique et donc du marché du travail localement d'absorber le choc et de repartir vers des activités qui sont plus profitables ou plus porteuses d'avenir. Et donc ça dépend évidemment et essentiellement de l'état du marché du travail localement avant l'entrée dans la crise et de la manière dont le Covid va modifier, ou en tout cas va modifier les perspectives des entreprises et donc des salariés. Et donc c'est vraiment cette dimension-là qui est au cœur de notre analyse, c'est-à-dire la capacité d'absorption par le tissu économique et donc par le marché du travail local des difficultés engendrées par la Covid. La deadline pour établir ce plan, en tout cas identifier les territoires, c'est le 31 mars. Nous avons une première étape au 31 mars. La mission dure jusqu'à l'été et nous allons nous attacher dans les tout prochains jours à établir une série de déplacements dans chacune des régions de France qui cibleront les territoires, les zones qui cumulent les difficultés d'avant et les difficultés de la crise. J'aimerais juste revenir sur un plan d'aide. On parlait des aides tout à l'heure, là ça sort du cadre de votre mission, mais le 14 novembre dernier, 200 maires ont lancé un appel au président de la République pour un soutien massif aux quartiers populaires. Ils déploraient que les 1% du plan de relance qui était prévu pour ces quartiers populaires n'arrivent pas à obtenir ces financements. Le gouvernement a décidé de réunir fin janvier un conseil interministériel des villes. Ce sera une première depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ces maires, vous les rencontrez, et quelles remontées vous avez sur le terrain, et notamment dans le département des Yvelines? Je pense à Catherine Arnoux, par exemple, du côté de Chanteloup, qui fait partie et qui mène un petit peu non pas cette fronde, mais en tout cas qui alerte sur cet argent qui n'arrive pas et qui est nécessaire aussi. Oui, absolument. Moi, je crois que les quartiers de la politique de la ville sont comme d'autres territoires de la République en déclin et qu'il convient de les soutenir. La crise de la Covid aura sans doute eu des conséquences pour ces quartiers. Je pense notamment à tout ce qui concerne les indépendants, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants dans ces quartiers. Et donc, il faut que nous ayons une attention très particulière et vérifier effectivement que les mesures de soutien d'un côté et que les dispositifs du plan de relance de l'autre viennent bien répondre à l'urgence dans ces quartiers-là.
Un dernier mot, Jean-Noël Barrot, j'aimerais revenir avec vous sur la disparition d'une figure de votre parti. Nous avons eu l'occasion de vous faire réagir à ce moment-là. C'était mi-janvier, la disparition de Marielle de Sarnez, décédée à 69 ans, présidente de la Commission des Affaires à l'Assemblée, ancienne ministre des Affaires européennes. Elle a aussi été députée européenne, élue dans la circonscription de l'Île-de-France. C'était aussi une figure, et avant tout une figure du courant centriste, alter ego de François Bayrou. Quelle image vous gardez d'elle ? Écoutez, notre peine collectivement est très grande et aujourd'hui auront lieu plusieurs hommages à l'Assemblée nationale et nos larmes ne sèchent pas, mais le très bel hommage qui lui a été rendu hier par ses proches et par la classe politique française et les plus hautes autorités de l'État, je crois, ont élevé nos cœurs et nous inspirent à suivre son exemple, c'est-à-dire une fidélité à l'engagement et une grande générosité aux autres. Elle a façonné votre mouvement aussi, le centrisme, le MoDem. Qu'est-ce qui va perdurer aussi de son action ? Je crois que toute la famille MoDem rassemblée autour d'elle et de sa mémoire depuis ces quelques jours est absolument habitée par l'exigence absolue de préserver et de faire fructifier son héritage. Et en matière de politique, son héritage, c'est la constitution d'un centre indépendant qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron et qui nous convient de continuer à structurer et à faire grandir. C'était aussi une européenne convaincue. Là aussi, c'est important de le rappeler. Oui, absolument. C'est évidemment quelque chose qui est dans l'ADN de notre mouvement et que nous allons continuer de défendre inlassablement et pour être à la hauteur de ce qu'elle a fait pour l'Europe, et pour la France et pour notre mouvement. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot d'avoir été avec nous, député chargé à présent d'identifier les territoires fragiles pour accompagner le rebond économique, mission confiée par le gouvernement. Merci à vous. Merci. Nous quittons la politique nationale, nous revenons sur les enjeux purement locaux avec le président de l'agglomération Rambouillet Territoire qui vient de dévoiler les grands axes de sa mandature. Quel avenir pour les territoires ruraux du sud du département ? Écoutez Thomas Gourlin. Un projet de territoire, c'est se projeter, c'est finalement se mettre autour de la table les élus d'une communauté d'agglomération comme la nôtre pour réfléchir pour les 10 ans à venir, savoir ce que nous voulons faire, où voulons-nous aller, vers quel endroit nous voulons porter nos habitants. Finalement, c'est définir l'avenir commun, rassembler, émergence de la volonté territoriale. Premièrement, quoi faire de notre cadre de vie ? Nous avons une situation assez exceptionnelle, enviée par beaucoup. Quel avenir nous donnons à cela? Est-ce que nous le préservons? Est-ce que nous le faisons muter? C'est la première question. Une deuxième question, c'est les ressources. Les ressources de ce projet, ce sont le développement économique. Comment faisons-nous pour favoriser la création de richesses et le financement justement de ce fameux projet? Et enfin, et ça c'est très spécifique à notre Sud-Yvelines, c'est le problème de mobilité, le sujet du déplacement. Déplacement qui va être quand même impacté par la nouvelle donne que engendre maintenant cette pandémie, le Covid et les nouveaux usages et les nouvelles façons de travailler, de liaison domicile-travail. Calendrier, livraison avant l'été 2021, nous sommes en pleine phase de travail en ce moment avec un rythme qui est tout à fait soutenu. Nous nous réunissons tous les mois à 67 conseillers communautaires pour écrire cette feuille de route et je suis très optimiste sur le fait qu'en juin prochain, nous serons en mesure de vous présenter la feuille de route pour les 10 ans à venir. C'est la fin de ce 7-8 politique. On se retrouve prochainement sur TV78. L'actualité politique est aussi à suivre au quotidien dans le journal de la rédaction du lundi au vendredi à 18h. À très bientôt.